Retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence pour cette matinée, vous le savez, consacrée à la gestion de patrimoine et à l'investissement. J'ai le plaisir de retrouver Patrick David-Missillier pour parler de l'impact du prélèvement à la source. Alors tout à l'heure, nous avons vu ensemble comment se passaient les choses en termes de paiement d'impôt sur le revenu. Maintenant, nous allons voir l'impact du PAS, hein, le prélèvement à la source, Oui. sur les revenus fonciers. D'abord, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Merci d'être avec nous. Alors, question simple, quelle est la base de calcul et quelles sont les modalités de paiement concernant les revenus fonciers? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, et c'est important de bien le repositionner, le prélèvement à la source ne change rien dans les déclarations d'impôt et dans le mode de calcul de l'impôt. Donc ça, il faut bien avoir à l'esprit pour comprendre le déroulé du reste. Au niveau du prélèvement à la source, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le prélèvement à la source, c'est l'argent qui est prélevé directement par l'employeur. Là, on est sur un propriétaire bailleur et un locataire qui va vous payer. Donc là, ce n'est pas le prélèvement à la source qui va s'appliquer. Bien sûr, on ne va pas aller prélever sur le compte du locataire l'impôt, mais c'est le mécanisme de l'acompte. C'est-à-dire que l'administration fiscale, sur votre avis d'imposition, vous avez eu aussi, pour ceux qui ont des revenus fonciers, un taux d'acompte avec un montant qui va vous être prélevé par rapport aux revenus fonciers déclarés en 2017. Donc il y a un acompte de fiscalité au taux de l'acompte et il y a aussi un acompte sur les prélèvements sociaux. Oui, parce qu'il faut préciser que, pour ceux qui ne le savent pas, que ces revenus sont soumis à prélèvements sociaux CSG RDS. Tout à fait, oui. Alors, modalité de paiement de l'acompte, on va prendre un exemple un peu précis qui va s'afficher après à l'antenne. Alors, au niveau des modalités de paiement, donc c'est un prélèvement qui va se faire mensuellement. Sur option, vous pouvez opter pour du trimestriel sur votre compte impôt.gouv. Et c'est calculé, bien sûr, sur toujours la base des années précédentes de votre déclaration. Donc, alors, N-2, N-1, N et solde. C'est une voilà, moyenne? tout à fait. Non, en fait, comme on le disait tout à l'heure, les déclarations d'impôt restent toujours les mêmes. Donc en 2019, à partir du 1er janvier 2019, le 15 janvier 2019, va être prélevé un acompte sur votre compte, mais qui va être calculé sur la base des revenus fonciers que vous avez déclarés en 2017. D'accord ? Il y a toujours le même mode de... C'est pour ça que j'ai bien reprécisé au départ. On fait toujours les déclarations d'impôt et le mode de calcul de l'impôt reste le même. D'accord ? Donc le taux de l'acompte, le montant de l'acompte qui va être prélevé le 15 janvier, mais sur la base des revenus fonciers que vous avez déclarés en 2017. Très bien. Au printemps 2019, on va faire une déclaration d'impôt sur les revenus 2018. Va être calculé un nouveau taux d'acompte qui va être mis en place à partir du 1er septembre, 15 septembre. Et s'il y a eu des revenus, le 15 septembre, on paiera soit en plus, soit l'administration fiscale nous rendra si on a un revenu inférieur. D'accord. Donc on est finalement dans le même mécanisme que pour les revenus du travail. Exactement. Hein ? C'est exactement le même principe, sauf qu'il n'y a pas un prélèvement qui est fait directement par l'employeur, mais là, c'est prélevé directement sur le compte du contribuable. La notion de revenu exceptionnel existe? Alors, par définition, un revenu foncier est un revenu courant. Il y a quelques revenus exceptionnels, mais qui sont vraiment... je crois qu'ils sont de l'ordre de 3, je ne sais plus. Donc, je ne les ai plus exactement en tête. Il y en a un, c'est sur le pas de porte, la prime. S'il y a un pas de porte et qu'on reçoit une somme liée à la vente ou à la cession d'un pas de porte. Et puis, des revenus qui sont attachés à une autre année fiscale. En fait, il faut bien avoir à l'esprit que 2018, ça va être une année de transition avec le crédit d'impôt qui viendra gommer. Et l'objectif de l'administration fiscale, c'est d'avoir identifié quelques opérations qui auraient pu se faire, de dire je gonfle artificiellement mes revenus 2018 en décalant en fait la perception du dernier trimestre de revenus fonciers de 2017. Et puis en m'arrangeant avec mon locataire, je peux aussi anticiper le premier trimestre 2019 et je mets tout sur 2018. Alors on sait aussi, merci. On sait aussi que beaucoup de questions se posent sur le sort du déficit foncier. Alors déficit foncier, pour faire simple, c'est je fais des travaux, donc j'arrive à du négatif, donc je fais du déficit. Qu'en est-il là pour le prélèvement à la source? Alors, plus que des déficits, c'est les travaux, c'est comment ça va se passer. Puisqu'en 2018, on l'a vu, l'impôt va être effacé par le crédit d'impôt, le CIMR.
Donc en 2018, en fait, on pourrait avoir tendance à se dire je ne fais pas de travaux. Puisque de toute manière, plus j'ai de revenus, à la limite, c'est tous des revenus courants. Donc autant que j'en ai un maximum, comme ça, ils sont gommés par le crédit d'impôt. Donc là, l'administration fiscale a mis en place une clause anti-abus qui est clairement identifiée avec les règles qui sont fixées. Et malheureusement, on ne pourra pas y déroger. Donc il faudra faire une analyse sur 2 ans, c'est-à-dire 2018 et 2019. En 2019, vous pourrez réimputer en travaux la moyenne des travaux que vous avez faits en 2018 et 2019. En gros, je prends un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez 5 000 € à faire dans un bien immobilier. Vous vous dites, je ne vais pas le faire en 2018 parce qu'il y a le crédit d'impôt, donc je vais tout déférer en 2019. Ça ne servira à rien, oui. Puisqu'en 2019, vous ne pourrez imputer que la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019. 5 000 divisé par 2, que vous le fassiez en 2018 ou en 2019, ça fera toujours 2 500. On peut prendre un exemple précis. On a un tableau là qui est prêt. Voilà, donc ce qui est important, c'est que pour tous les travaux, alors c'est un peu compliqué. Alors c'est un peu en petit, mais voilà. on va le détailler. Donc il faut bien avoir à l'esprit que pour les travaux, les déficits fonciers, il faut analyser sur 2 ans, 2018 et 2019. Donc on a pris 2 hypothèses avec des montants de travaux plus ou moins importants. Donc la première hypothèse, en fait, c'est se dire, en 2018, on a pris un exemple de quelqu'un qui avait 24 000 € de travaux et qui faisait 50 000 € de 24 000 € de revenus fonciers, et qui faisait 50 000 € de travaux. Donc il allait faire un déficit imputable de 10 700 et allait avoir un déficit reportable de 15 300. Donc si on additionne les 24 000 de revenus fonciers qui sont gommés, plus les 10 700 qui sont imputés, et les 15 300 qui sont reportés pendant 10 ans, on arrive bien à 50 000 € de travaux. Sur 2019, comment ça se passe? En 2019, on a dit que la clause anti-abus, c'est on réimpute la moitié des travaux qu'on a fait, enfin la moyenne des travaux réalisés en 2018 et 2019. Donc en 2019, on va reporter sur la déclaration d'impôt de revenus fonciers toujours les 24 000 € de revenus fonciers qu'on a. D'accord, on va partir du principe qu'ils sont stables et on va réimputer 50% des travaux qu'on a réalisés en 2018. Donc dans l'exemple, on avait pris 50 000 € de travaux. Donc là, on va redéduire 25 000 € de travaux. Et on va toujours avoir les 15 300 de déficit reportable. Donc globalement, quand on fait des travaux en 2018 et 2019 pour cet exemple, ou 2019 pour cet exemple-là, pour 50 000 € de travaux, effectivement, on va être lésé, puisqu'on va pouvoir imputer 40 300 € de déficit au lieu de 50 000. Donc on va avoir une perte de quasiment 10 000 € d'efficacité fiscale. Si on l'avait fait qu'en 2019, on n'aurait pu imputer que 25 000. Donc si vous avez des gros travaux à faire sur vos biens immobiliers, faites-les plutôt en 2018 plutôt qu'en 2019. D'accord ? Sachant qu'on est en octobre 2000. Sachant qu'on est en octobre, donc on commence à se rapprocher de la fin. Mais globalement, il vaut mieux faire les travaux en 2018 et 2019, ou, pour être plus efficace dans cet exemple-là, attendre 2020 si les caractères ne sont pas urgents. Ouais, c'est peut-être plus simple d'attendre 2020 que se précipiter pour faire les travaux en 2018, alors qu'il reste que quasiment, on va dire, 2 mois et demi. Voilà. Par contre, après, ce qu'on va chercher, une deuxième hypothèse où là, il y a énormément de travaux, et là, on se rend compte que faire des travaux très, très importants en 2018, c'est fiscalement intéressant, puisque si on reprend le même schéma, dans la première hypothèse, on va imputer que 86% des travaux qu'on a faits. Et dans la deuxième hypothèse, avec le mécanisme de déficit reportable, on va pouvoir imputer 115%. C'est-à-dire que dans le même exemple, en ayant fait 100 000 € de travaux, je vais déduire pendant 10 ans 115 000 €, alors que j'ai fait que 100 000. Alors que de l'autre côté, quand j'ai fait que 50 000, je déduis que 40 000. D'accord ? Donc avec ce mécanisme de moyenne, plus on va faire des travaux importants, plus ça va être intéressant. Autrement, le conseil, c'est si vous faites des travaux et que ça peut attendre 2020, faites-les plutôt en 2020.
Merci beaucoup, Patrick David Messillier. On va se retrouver un peu plus tard sur ce plateau, toujours pour parler du prélèvement à la source, et avec cette question, comment réduire son impôt sur le revenu en 2018. Alors ça, c'est très intéressant. On se retrouve dans quelques minutes.